Dans la série Les métiers qui font rêver, France 2 propose ce soir une émission enregistrée dans une caserne de pompiers près de Marseille. Les pompiers font partie des Français les plus populaires de notre pays, et pourtant le métier est assez mal connu. Comme le rappelle le capitaine Berthier qui dirige le centre de secours d'Aubagne, la mission du pompier recouvre la protection des personnes, mais aussi celle des biens et de l'environnement. Les pompiers, ces hommes, ces héros, veut être une émission positive, mêlant information et divertissement. De nombreux reportages feront découvrir les différentes facettes de ce métier et rendront hommage à tous ces hommes qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Les pompiers, ces hommes, ces héros, c'est ce soir à 21h sur France 2. Dans la série Les métiers qui font rêver, France 2 propose ce soir une émission enregistrée dans une caserne de pompiers près de Marseille. Les pompiers font partie des Français les plus populaires de notre pays, et pourtant le métier est assez mal connu. Comme le rappelle le capitaine Berthier qui dirige le centre de secours d'Aubagne, la mission du pompier recouvre la protection des personnes, mais aussi celle des biens et de l'environnement. Les pompiers, ces hommes, ces héros, veut être une émission positive, mêlant information et divertissement. De nombreux reportages feront découvrir les différentes facettes de ce métier et rendront hommage à tous ces hommes qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Les pompiers, ces hommes, ces héros, c'est ce soir à 21h sur France 2. Bonjour Céline Pasteur, vous avez 23 ans et vous avez reçu le Grand Prix Créateur Femmes 2005 lors du Festival international de la mode de Dinard. Vous allez nous raconter votre passion pour la mode. Comment en êtes-vous arrivée à préparer ce concours ? Je connaissais le festival de Dinard depuis longtemps. On m'avait dit que c'était un bon tremplin pour les jeunes créateurs qui souhaitent créer leur propre marque. Alors j'ai tenté ma chance. De plus, j'ai un cousin qui y a participé l'année dernière et il m'a incité à me présenter. En quoi cela consiste ? Nous étions 500 concurrents au départ et j'ai été sélectionnée avec 9 autres jeunes créateurs. Quel était le thème de votre collection ? Le chic parisien associé à un côté ethnique, inspiré de l'Afrique et du Tibet. J'ai créé des vêtements pour les femmes actives qui aiment voyager. Face au stress que génère la vie quotidienne, j'ai imaginé des tenues à la fois confortables et féminines, surtout des vestes côté couleur. J'aime le noir, le gris, le beige, le blanc, le kaki. Quels sont vos projets ? Je travaille à enrichir ma collection en vue de créer ma propre marque. Je vais investir l'argent que j'ai gagné au concours dans ma collection. J'aimerais que mes vêtements soient vendus dans des boutiques de jeunes créateurs.
Bonjour Céline Pasteur. Vous avez 23 ans et vous avez reçu le Grand Prix Créateur Femmes 2005 lors du Festival international de la mode de Dinard. Vous allez nous raconter votre passion pour la mode. Comment en êtes-vous arrivé à préparer ce concours ? Je connaissais le festival de Dinard depuis longtemps. On m'avait dit que c'était un bon tremplin pour les jeunes créateurs qui souhaitent créer leur propre marque. Alors j'ai tenté ma chance. De plus, j'ai un cousin qui y a participé l'année dernière et il m'a incité à me présenter. En quoi cela consiste ? Nous étions 500 concurrents au départ et j'ai été sélectionnée avec 9 autres jeunes créateurs. Quel était le thème de votre collection ? Le chic parisien associé à un côté ethnique, inspiré de l'Afrique et du Tibet. J'ai créé des vêtements pour les femmes actives qui aiment voyager. Face au stress que génère la vie quotidienne, j'ai imaginé des tenues à la fois confortables et féminines, surtout des vestes côté couleur. J'aime le noir, le gris, le beige, le blanc, le kaki. Quels sont vos projets ? Je travaille à enrichir ma collection en vue de créer ma propre marque. Je vais investir l'argent que j'ai gagné au concours dans ma collection. J'aimerais que mes vêtements soient vendus dans des boutiques de jeunes créateurs. La petite chronique du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous répondrons à la question suivante. Faut-il ou non breveter les programmes informatiques comme on dépose un brevet pour un médicament ? Gaëtan Soucy nous donne son avis. Oui, effectivement, actuellement en Europe, les logiciels sont sous le régime juridique du droit d'auteur. Mais tout risque de changer. Il est question d'instaurer les brevets en Europe comme aux États-Unis. L'Europe doit se prononcer la semaine prochaine sur ce dossier très controversé. En quoi consiste cette controverse ? Pour vous résumer, d'un côté, les grandes entreprises sont pour, mais de nombreuses petites sont contre. Par exemple, le PDG d'une petite société italienne d'informatique, Nox, estime que cela va nuire à l'innovation. À l'inverse, les grandes entreprises estiment qu'il est logique et indispensable de protéger les logiciels avec des brevets, comme n'importe quelle innovation technique. La directrice des affaires juridiques chez Microsoft France assure que les brevets offrent plus de garanties que le droit d'auteur pour les logiciels. Comment sera prise cette décision ? Il y aura un vote sur les brevets logiciels. Il doit intervenir en principe mercredi prochain au Parlement de Strasbourg. La petite chronique du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous répondrons à la question suivante. Faut-il ou non breveter les programmes informatiques comme on dépose un brevet pour un médicament ? Gaëtan Soucy nous donne son avis. Oui, effectivement, actuellement en Europe, les logiciels sont sous le régime juridique du droit d'auteur. Mais tout risque de changer. Il est question d'instaurer les brevets en Europe comme aux États-Unis. L'Europe doit se prononcer la semaine prochaine sur ce dossier très controversé. En quoi consiste cette controverse ? Pour vous résumer, d'un côté, les grandes entreprises sont pour, mais de nombreuses petites sont contre. Par exemple, le PDG d'une petite société italienne d'informatique, Nox, estime que cela va nuire à l'innovation. À l'inverse, les grandes entreprises estiment qu'il est logique et indispensable de protéger les logiciels avec des brevets, comme n'importe quelle innovation technique. La directrice des affaires juridiques chez Microsoft France assure que les brevets offrent plus de garanties que le droit d'auteur pour les logiciels. Comment sera prise cette décision ?
Il y aura un vote sur les brevets logiciels. Il doit intervenir en principe mercredi prochain au Parlement de Strasbourg. L'équipe de femmes actuelle a décidé de suivre sur les routes de France un couple d'aventurières un peu particulier. Céline, 23 ans, non-voyante, et Nadine, sa mère, 54 ans, circulent sur leur tandem de Dunkerque à Bayonne. Elles sont parties le 29 juin dernier du nord de la France et comptent bien arriver 2 mois et 1600 km plus tard, tout au sud de la France. Mère et fille pédalent à deux sur le même vélo, partageant des sensations bien différentes. Nadine devant, les yeux grands ouverts, décrivant les paysages que Céline, elle, ne voit pas mais sent. C'est avec les oreilles, le nez qu'elle voyage, et c'est ainsi qu'elle apprend à voir autrement depuis l'âge de 5 ans. Chaque semaine, nous écoutons leurs impressions de voyage le temps d'une étape. Et aujourd'hui, elles viennent de poser pied à terre à Dieppe, en Normandie. Nous écoutons Céline. L'équipe de femmes actuelle a décidé de suivre sur les routes de France un couple d'aventurières un peu particulier. Céline, 23 ans, non-voyante, et Nadine, sa mère, 54 ans, circulent sur leur tandem de Dunkerque à Bayonne. Elles sont parties le 29 juin dernier du nord de la France et comptent bien arriver 2 mois et 1600 km plus tard, tout au sud de la France. Mère et fille pédalent à deux sur le même vélo, partageant des sensations bien différentes. Nadine devant, les yeux grands ouverts, décrivant les paysages que Céline, elle, ne voit pas mais sent. C'est avec les oreilles, le nez qu'elle voyage, et c'est ainsi qu'elle apprend à voir autrement depuis l'âge de 5 ans. Chaque semaine, nous écoutons leurs impressions de voyage le temps d'une étape. Et aujourd'hui, elles viennent de poser pied à terre à Dieppe, en Normandie. Nous écoutons Céline. Victor Ferreira est le directeur de Max Havelaar France, le label qui garantit le commerce équitable. Il est interrogé par notre journaliste Tatiana Milanese. Le café a été le premier produit commercialisé dans le cadre du commerce équitable. Pourquoi ? Le mouvement est parti d'une demande de petits producteurs du Mexique. Le courant alternatif qui fonctionnait avec des boutiques spécialisées pour la vente de produits artisanaux n'était pas adapté. Le café est un produit de grande consommation. Il fallait donc pouvoir être partout avec un signe distinctif. Faut-il vraiment encourager le développement de la production du café alors que le marché est en crise ? En 1988, lors de la création du label, le problème des petits producteurs était surtout l'accès au marché.
Il fallait les aider à sortir des griffes des mafias locales. La chute des prix est intervenue après. La crise est surtout due au développement des productions du Vietnam et du Brésil, 2 pays dans lesquels on trouve surtout de grosses plantations mécanisées. Nous nous occupons de petits producteurs. Ils n'ont pas le choix. Le café constitue souvent leur seule source de revenus. Il faut savoir que le café est la 2e matière première après le pétrole. 25 millions de familles vivent de sa culture à travers le monde, dont 70% de petits producteurs. Pouvoir vivre de leur production est un impératif pour éviter l'émigration vers les grandes villes ou la tentation de cultures moins licites. À moyen terme, le commerce équitable constitue un tremplin pour se diversifier dans l'élevage et l'artisanat. Victor Ferreira est le directeur de Max Havelaar France, le label qui garantit le commerce équitable. Il est interrogé par notre journaliste Tatiana Milanese. Le café a été le premier produit commercialisé dans le cadre du commerce équitable. Pourquoi ? Le mouvement est parti d'une demande de petits producteurs du Mexique. Le courant alternatif qui fonctionnait avec des boutiques spécialisées pour la vente de produits artisanaux n'était pas adapté. Le café est un produit de grande consommation. Il fallait donc pouvoir être partout avec un signe distinctif. Faut-il vraiment encourager le développement de la production du café alors que le marché est en crise ? En 1988, lors de la création du label, le problème des petits producteurs était surtout l'accès au marché. Il fallait les aider à sortir des griffes des mafias locales. La chute des prix est intervenue après. La crise est surtout due au développement des productions du Vietnam et du Brésil, 2 pays dans lesquels on trouve surtout de grosses plantations mécanisées. Nous nous occupons de petits producteurs. Ils n'ont pas le choix. Le café constitue souvent leur seule source de revenus. Il faut savoir que le café est la 2e matière première après le pétrole. 25 millions de familles vivent de sa culture à travers le monde, dont 70% de petits producteurs. Pouvoir vivre de leur production est un impératif pour éviter l'émigration vers les grandes villes ou la tentation de cultures moins licites. À moyen terme, le commerce équitable constitue un tremplin pour se diversifier dans l'élevage et l'artisanat.